compliqué. Donc, voilà. On peut se servir 10 minutes comme ça. Voilà. Oui, on va essayer. Il y a de l'eau là. Merci. On nous a reproché la fois dernière, quand on est passé à la radio, que les femmes n'ont pas intervenu. C'est vrai, au moins on a la parole. La faute aussi c'est des femmes. Je pense qu'après la... Non mais bon, on vous écoute hein, parce que apparemment c'est les hommes qui construisent le monde et pas les femmes. Non. On veut entendre les foyers. Oui, parce que bon, moi j'ai des idées. Voilà. On a confiance que vous pouvez... Après la troisième intervention, je suis sûr et certain que là, le débat sera ouvert pour... Parce que bon, moi je devrais partir, mais moi, comme, bon, selon moi, ce que j'ai compris dans l'ensemble, tout le monde qui sont ici, on cherche comment l'Afrique peut se développer. Donc, on est en train de chercher de nouveaux schémas de développement de l'homme noir. Mais le problème, c'est quoi? Le problème de l'Afrique, c'est le problème spirituel. Le problème est spirituel parce qu'on a l'indépendance physique, mais spirituellement, on n'est pas indépendant. On est toujours contrôlé par l'Occident. Parce qu'ils savent bien que la spiritualité a commencé en Afrique. Ils savent bien la potentialité et la grandeur de l'Africain, l'homme noir en particulier. Donc, et ils font tout de bien bloquer pour étouffer cette idée-là, que l'homme africain aille encore épuisé dans les spiritualités. Donc pour diviser, la solution c'est diviser pour mieux régner. Et surtout qu'on n'aille pas penser. Tous les pensées qui sortent ici, c'est bien bon, mais c'est pensée européenne. Nous sommes en train de penser. J'ai envie de vous applaudir. Mais applaudissez, ce n'est pas quand vous voulez applaudir. Je vous écoute là, je dis, mais vous n'êtes pas des Africains. On peut avoir des points de vue différents, même si on est africain. Non, mais bon, non. Moi, je parle. Parce que ici, là-bas, on cherche notre source qu'on a perdue. Mais c'est que M. Diancy Kouaté, voilà, on doit retourner. Mais on n'a pas perdu notre source, mais on a mal développé notre source. Notre source est toujours là. On peut toujours retourner et développer autrement par rapport à ce que l'Européen est venu nous apporter. Parce que l'Europe s'est développée à partir de sources africaines. C'est un long débat. Voilà. Oui, mais tout à fait. Oui, mais... Moi j'ai toujours ça c'est moi. Que moi j'ai dit ça c'est moi. Donc voilà. C'est un débat. Je veux juste dire. On voudrait que vous vous présentiez. Une phrase. Bon, moi je m'appelle Kumbaki Dioko Diaïza. Voilà. Je suis femme au foyer, une commerçante donc indépendante, mais nationalité congolaise. Voilà, merci. Maintenant pour votre continuer. Voilà. Donc pour moi c'est ça. J'ai entendu tout le monde développer, j'ai dit, oh, ces gens sont très intelligents, donc je ne peux pas suivre là-dedans. Non, Vous me suivez. non, mais quand il faut, il faut. Hein. Il faut vous habituer parce que c'est comme ça. Prochainement, débat. Non, c'est pas la première fois. Hein. J'ai déjà été dans des conférences comme ça à l'Université libre à Bruxelles. Là,
On a aussi débattu des choses comme ça pour l'Afrique. En Europe, le problème c'est quoi? On a besoin que tout le monde puisse s'exprimer et dans la paix, dans la... Voilà. Mais bon, moi je suis arrivé, il y avait déjà des gens qui parlaient, il fallait que j'écoute. Ça va aux étapes. Donc prochainement, le débat qu'on va mettre sur table, ça sera les valeurs, la récupération ou non des valeurs ancestrales, disons, ancestrales ou valeurs anciennes. Je vais finir comme ça. Voilà. Donc, je parlais des spiritualités, je parlais de tout le monde, notre façon de s'exprimer. C'était, je voyais pas des Africains dedans, mais bon, le problème c'est bien qu'on est sur la même table, avec beaucoup de nationalités, pour trouver solution pour l'Afrique. Voilà. Mais le problème, c'est vraiment spirituel, profondément spirituel. On doit se chercher par là, parce que c'est par là où on va développer tout, que ce soit matériel, que ce soit, je ne sais pas, parce que dans tout... Non, si vous posez la question à Mamie, ça va nous bloquer. Parce que moi, je voudrais que Félix fasse son exposé, qui peut-être ne va pas durer, et on ouvre le débat directement. On a souvent spiritualité, c'est pour ça, parce qu'on a eu ce problème-là. De l'autre côté aussi. Voilà. Ouais, les femmes africaines, ils parlent souvent de l'explicité. Moi, la question que j'allais seulement poser pendant notre chef, de savoir où ce qu'on a mis. Est-ce que nous avons oublié la spiritualité, nous avons caché quelque part, ou nous avons abandonné un moment. C'est ça. Mais ça peut venir après. Mais ça, c'est au prochain débat, parce que le prochain débat, on parlera un peu de la spiritualité. Sinon, on sortira d'ici avant que Félix... Voilà. Donc, le problème... Vous avez compris quand même? Ouais. Oui, élevé pour finir. Ouais, deux derniers mots. C'est difficile de conclure quand on est femme, hein, surtout dans un pays. Bon. Non, c'est pas parce qu'on est femme, mais le problème c'est que l'intervention est venue trop en retard, que nous devons aussi aborder le dernier point. Mais c'est très important, c'est très intéressant. Ça, c'est pas un point de vue qui concerne les femmes, non. C'est vrai que l'année passée, c'était aussi une femme qui avait soulevé des problèmes spirituels. Voilà. Donc, ça montre que c'est un point important à mettre sur table et débattre. Voilà. Moi, je voudrais juste réagir, monsieur. Ne soyez pas quand même sexiste, s'il vous plaît. Mais je partage les idées de madame. J'ai toujours pensé que l'Afrique est malade de ses intellectuels. Ça, c'est mon point de vue. Et ça n'engage que moi. Voilà. On peut... Pourquoi j'ai dit ça? Dans chaque continent, on a 5 continents. Moi, je regarde, aujourd'hui, on parle de l'asiatique. Mais l'asiatique, dans l'ensemble, donc 60%, si je n'exagère pas, 60% des asiatiques, ils parlent de quoi? Ils ont leur culture bien déterminée, leur façon qu'ils ont importé aussi. Leur Dieu même, parce que tu veux pas... Voilà. On va essayer d'organiser, si on se met d'accord, on va proposer une date où on viendra parler des problèmes de la spiritualité de l'Afrique. Bon, vous êtes là, vous parlez des techniques, vous parlez des Cécile, vous parlez de littérature, vous parlez de tout, sauf ça. Oui, mais monsieur Sol a dit une chose que on a oublié la culture, la religion. Oui, mais il a survolé. Mais voilà, moi, je voulais vraiment... C'est comme ça que prochainement... C'est comme ça que prochainement... Malgré ça aussi, ne pouvez pas parler de Dieu parce qu'elle est... Oui, ils ont survolé. Non, prochainement, on va terminer. On va quand même respecter notre cahier de charge pour aujourd'hui. Et prochainement, on va mettre sur table un débat concernant la spiritualité
de l'Afrique. Voilà. Voilà. C'est si Sans tomber dans la guerre de religion. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Voilà, M. Félix va commencer son malheureusement, c'est que je peux partir? Non, déjà. Je vais essayer de faire le... Parce que moi aussi au matin, il y a d'autres débats là-bas. Tout à l'heure, j'ai oublié de me présenter en pensant que le monde ne m'avait déjà pas passé. Donc, je m'appelle Félix Gaïndaïma. Professionnellement, je suis dans la gestion informatique chez Proximus. Point de vue formation, je suis politologue, économiste et informaticien. Alors, quand il m'a demandé de faire une présentation par rapport au sujet du jour, quel profil d'homme faut-il pour développer l'Afrique? Alors, je t'ai bien répondu que pour moi, il y a 3 éléments très importants. Donc, c'est-à-dire que pour moi, il faut que ce soit quelqu'un qui a un profil, ou en tout cas qui est passionné par le développement local, qui s'intéresse à la globalisation, encore on a signalé les problèmes de nos leaders qui n'ont pas de connaissances sur le monde et sur les cadres de relations internationales. Donc ça explique un tout petit peu. Et merci le troisième pour votre élément, contribution. la bonne gouvernance. Le développement local, la globalisation. Non, le premier, Développement local, globalisation, deuxième concept. Et finalement, c'est vous qui serez l'intervenant. la bonne gouvernance. Entre parenthèses, vous avez touché un mot par rapport au problème de gouvernance. J'avais les slides, maintenant on ne peut pas les projeter. À la fin de mon intervention, j'avais un slide où ça montre clairement qu'il y a une relation corrélée entre la qualité de l'institution, et l'état de développement d'un pays. Alors ça ne manque pas parce que quand on regarde en haut du graphique, qu'est-ce qu'on trouve? C'est quasiment tous les pays européens, les États-Unis et l'Afrique, vous pouvez le trouver en bas de l'échelle. Donc, moi j'accepte les idées de ceux qui disent qu'il faut la spiritualité, il faut tout ce que vous voulez, mais je pense que fondamentalement, la solidité des institutions aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très déterminant. Donc, l'histoire nous dira si on a c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate, parce que économiquement parlant, c'est logique. Hein? Si vous voulez fonder une entreprise quelque part, vous n'allez pas choisir un pays qui est dans le chaos, sauf si votre business tourne autour de son chaos. C'est clair. Voilà, c'est vraiment clair. Voilà. Donc, je vais aborder ces 3 thèmes rapidement, parce que nous avons pris le temps de le faire, et on a intérêt. Et à la fin, peut-être, je vais aller plus vite. Moi, je préfère le débat par rapport à l'exposé, donc voilà. Parce que c'est aussi beaucoup plus enrichissant et je ne vous parle pas de ma vision des choses. Voilà. Alors, le premier concept que je trouve important et dont on devrait trouver aussi dans le profil de nos leaders pour pouvoir développer notre continent, c'est bien le concept de développement local. Alors, ce concept, ainsi que toutes les pratiques qui s'y rattachent, sont souvent caractérisées par la multiplicité des discours et des programmes qui sont à la fois complémentaires et contradictoires. L'émergence de son concept se situe dans les années 50, quand la théorie du développement endogène prend la forme par John Friedman et Walter Scott. Donc ils ont jeté les bases de ce développement par le bas, c'est comme ça qu'ils le définissaient, c'est-à-dire un développement qui est limité à un territoire restreint, basé sur les ressources locales, donc endogènes, prenant en compte les traditions locales, autant industrielles que culturelles, et ayant recours à une organisation coopérative de la production. Donc ça rejoint ce qu'on disait tantôt, qu'on a oublié notre histoire, donc ça prouve que si vous voulez développer localement un pays,
vous devez tenir compte aussi de ces traditions, de ces cultures, parce qu'il y a intérêt à développer à partir des éléments qui sont sur place, des ressources qui sont sur place, que d'importer une technologie dont les bénéficiaires ou les gens qui vont travailler ne sont même pas sur ce territoire. Voilà, donc c'est très important. Alors, le développement local, c'est un même terme, mais il y a trois grandes conceptions autour de ce concept dans la littérature. Donc, le premier, c'est le développement par l'euro, qui est décliné localement. C'est ce qu'on observe plus ou moins globalement dans le monde aujourd'hui. Le deuxième, c'est le développement local, qui est synonyme de croissance locale. C'est ce que je disais tantôt, développer à partir des ressources qui sont sur place. Alors, le troisième, c'est le développement local, mais qui est conçu comme un concept indépendant. Alors, le développement appliqué au local, c'est un développement par l'euro. C'est-à-dire qu'on définit une stratégie au niveau national, mais en fait, on impose cette même stratégie à tous les territoires des pays. Donc, c'est ce qui se fait actuellement parce que bon, la centralisation reste quand même un élément important. Même si, par exemple, les Français qui ont inventé ça, on a dit qu'ils décentralisent, mais ça reste toujours vrai. Ça part du haut vers le bas. C'est tout simplement une projection territoriale limitée au développement par an. Alors, il y a un écrivain spécialiste en économie qui s'appelle Xavier Greff, qui a bien défini, qui a bien décrit ces trois éléments, ces trois concepts du développement local. C'est dans un bouquin qui s'appelle Territoire en France, qui est apparu en 1984. Donc là, il montre clairement que si vous voulez développer un territoire, c'est au niveau local que ça doit se faire. Alors, moi, je trouve que ça parle beaucoup pour nos pays africains. On construit souvent des éléphants blancs, et après, tu t'imagines, ça sert à quoi, ça va servir à quoi, ça va profiter à qui. Donc ça, c'est un élément très important pour moi, je trouve, pour pouvoir développer un territoire, surtout en ce qui nous concerne, nous, les Africains. Alors, donc, tantôt, je définissais les trois éléments du développement local. Alors maintenant, je vais les parcourir un par un. Donc, le premier concept, parler de la croissance. Ça, c'est une approche purement privilégiée par les économistes. Et ils définissent le développement économique comme synonyme de la croissance au niveau local, ou du moins, ils considèrent d'une manière allez, je dirais beaucoup plus exagéré pour moi, comme une évolution de l'économie locale. Cependant, cette approche ne fait pas la distinction entre croissance et développement. Parce que je peux rappeler que la croissance, on la définit comme l'accroissement quantitatif des richesses, des biens, tandis que pour le développement, on parle plutôt d'une amélioration du bien-être sur le plan social, sur le plan culturel et environnemental. Donc ce concept de développement local, ancré sur la croissance locale, ne fait pas cette distinction. L'autre variante de développement local, c'est le développement local, c'est purement la première option dont je parlais, qui privilégie ce qui se passe au niveau local. Alors, c'est une conception beaucoup plus répandue par rapport à ce concept de développement local. Et il considère le développement local comme une notion indépendante et il le fait en réaction au développement par l'eau. Donc, ce que j'ai dit que c'est une stratégie planifiée au niveau national, mais qui est projetée sur les territoires. Elle est beaucoup plus large que la seule croissance économique et il est ancré sur le territoire. Bien entendu, comme je l'ai dit tout au début, de multiples définitions du développement local existent, mais moi je trouve que celle donnée par Georges Benko, dans un livre qui s'appelle Lexique de géographie économique, la définition qu'il donne du développement local, pour moi, colle correctement à ce qui se passe sur notre continent. Alors, lui,
il parle du développement local comme une stratégie de diversification et d'enrichissement des activités sur les territoires donnés à partir de la mobilisation et des ressources, que ce soit naturelles, humaines et économiques, et des énergies qui se trouvent sur ce territoire, s'opposant aux stratégies d'aménagement du territoire centralisé. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, en Belgique, on a défini une politique au niveau national, mais cette politique-là ne convient pas précisément pour tous les territoires, parce que les territoires étant composés différemment, ayant des ressources qui sont différentes, ça devient une aberration de vouloir appliquer la même politique de façon, je dirais, identique sur tous les territoires. C'est la même chose pour notre continent. Vous pouvez définir une politique globale au niveau du continent, mais quelque part, au niveau local, vous avez d'autres réalités. Donc finalement, ça ne convient pas à grand-chose parce qu'on n'a pas tenu compte de la spécificité des territoires par rapport à cette politique qu'on veut appliquer de façon globale. Alors, finalement, quand on regarde bien le concept de développement local, ça reste aussi un processus. Ça, c'est Bernard Vachon qui développe bien cette théorie par rapport au développement local, où on voit très bien que c'est suite à un événement qui déclenche la prise de conscience des gens en se disant nous avons un problème. Donc ici nous pouvons dire, nous en Afrique nous avons un problème de pauvreté par exemple, et à ce moment-là on commence à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Donc il définit 3 phases dans lesquelles on passe pour arriver à une solution qu'on dirait plus ou moins aboutie. Donc il y a la prise de conscience de la situation qui ne répond pas aux besoins des gens. Alors à ce moment-là on se dit qu'est-ce qu'on fait avec cette situation. Alors dans la deuxième phase on passe à une étape d'effort de mobilisation, de sensibilisation, d'information et de consultation. Donc ce qui est très important parce que actuellement toutes les politiques qu'on mène souvent en Afrique, la base n'est même pas consultée, les gens ne sont pas consultés, ça vient d'en haut, et même pire, ça vient de l'extérieur, des technocrates du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, et puis on dit vous devez appliquer ça. Donc il n'y a pas eu d'information, il n'y a pas eu de mobilisation, il n'y a pas eu de consultation. Donc voilà, c'est aussi ce qui explique l'échec de beaucoup de politiques, c'est cet élément-là qui manque, la sensibilisation, l'information et la consultation des gens qui sont concernés. Alors, une fois que cette étape-là est réalisée, on passe à une autre étape qui est une volonté d'intervenir exprimée par les partenaires ou alors les gens qui sont concernés par les politiques qui vont être appliquées, ce qui va faciliter beaucoup les choses parce que si les gens sont déjà impliqués dès le départ, tout ce que vous voulez faire, donc ça vient aussi des propositions, et les propositions aussi qui viennent de ces gens-là, donc ça sera beaucoup plus facile pour les mettre en œuvre parce qu'ils vont considérer que c'est une émanation de leurs réflexions, que donc ça répond à leurs besoins correctement et que donc pour les mettre en pratique, ça va être beaucoup plus facile. Alors, les 3 étapes-là, c'était la première phase. Alors on passe à la deuxième phase où il y a le diagnostic et la définition de la problématique. Et puis il y a une autre phase, une autre étape plutôt, dans la deuxième phase, où ça concerne essentiellement le consensus sur les orientations à prendre par rapport à des solutions qu'on a envisagées. Et les 2 phases-là constituent la deuxième étape. Alors, finalement, on passe à la 3e phase, où nous avons aussi 3 étapes. Vous avez l'action qui est cohérente, qui est mise en route. On a aussi la reconnaissance par rapport aux initiatives précédemment définies. Donc, si vous les reconnaissez, vous acceptez aussi de les mettre en route pour pouvoir les développer. Et puis, la dernière étape dans cette phase-là, ce sera l'évaluation des actions que vous avez entreprises et des objectifs que vous aviez fixés pour voir s'ils sont atteints ou pas. Donc, c'est un cercle virtueux, donc à ce moment-là, vous pouvez de nouveau recommencer pour poser la question par rapport aux besoins, s'ils ont été satisfaits ou pas, et recommencer le processus. Donc, ça, je trouve que c'est un instrument qui devrait être obligatoire pour vous.
dans la prise de décision en ce qui concerne les politiques économiques de développement local. Parce que souvent, la pratique du terrain, c'est autre chose, ce sont des choses qui sont mises derrière et vous vous demandez à quoi ça va servir, à quoi ça sert aux gens qui sont concernés. Donc c'est donc un élément important pour le profit de quelqu'un qui se dit capable de développer le continent. Alors tout au début, j'ai parlé aussi du concept de globalisation. Vous avez dit quelque chose aussi par rapport à ça. Là, je vais juste donner quelques indications concernant la différenciation des concepts. Parce que vous avez la globalisation, la mondialisation, c'est pas souvent la même chose, c'est souvent parfois un terme est utilisé pour l'autre. Je vais aussi parler de certaines définitions qui sont, je dirais, généralement acceptées dans le monde académique ou professionnel. Alors, parlant de la différenciation de ces concepts-là, donc la globalisation et la mondialisation, d'abord, c'est qu'il y a une différence par rapport à ces concepts-là. Parce que dans la langue française, les termes mondialisation et globalisation sont souvent pris l'un pour l'autre. Ce qui n'est pas le cas dans la langue anglaise, parce qu'on ne fait pas de différence entre mondialisation et globalisation, parce que le terme mondialisation en anglais comme tel n'existe pas. Donc on dirait que le mot le plus proche en français, si on traduit mondial en anglais, ça veut dire worldwide. Voilà, c'est le concept qui existe. Et dans ce contexte-là, en tout cas en économie ou dans le marché ou la concurrence, ça signifie les circuits d'approvisionnement, de production ou de distribution. Donc ce n'est pas vraiment le même concept qu'en français. Sinon, le terme globalisation ou globalization couvre sans distinction tous les phénomènes, processus et interdépendance en voie de planétarisation. Donc, vous aviez touché un mot par rapport à ça. Donc, si je peux résumer en tout, le terme globalisation, en tout cas, implique l'interdépendance des pays du monde entier. Alors, tantôt, on avait des discussions sur sortir du système ou quoi. Donc, déjà, ça, pour moi, je trouve que c'est la première limite, parce que nous sommes tous maintenant interdépendants, que ça devient difficile de dire, moi, je vais fonctionner en dehors du système. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, vous direz le contraire si je me trompe, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui a vraiment fait ça. Donc il y a eu des pays qui ont pensé on peut sortir de la Banque mondiale, c'est autrement, mais voilà, donc la première limite, ça devient cette interdépendance qui est tellement développée aujourd'hui, parce que finalement, qu'on le veuille ou qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le monde est devenu un village planétaire. Donc celui qui pense autrement par rapport à ça, bon, il peut toujours le penser, mais je veux dire, nous avons je dirais une contrainte, une réalité, c'est un état de fait. Voilà, un état de fait avec lequel nous devons fonctionner. Alors, donc ça c'était la différenciation par rapport à ces termes. Donc rapidement, je donne une petite définition par rapport à la mondialisation et la globalisation. Donc, comme je le disais, la mondialisation l'envoie à l'idée d'une unification du temps et de l'espace. Elle est en quelque sorte l'ère géopolitique des années 1990, se caractérisant par le progrès scientifique et technologique, dont vous aviez évoqué tantôt, parce que sans les télécommunications, sans les progrès scientifiques, je ne pense pas que la globalisation ou la mondialisation, si on veut, pourrait se faire. Parce que ça devient possible, parce que cette technologie existe. On peut travailler à distance en étant sur notre continent. Ça n'était pas possible avant les années 90. Hein. Donc, le progrès scientifique et technologique est vraiment à la base de cette mondialisation, plus la libre circulation des hommes et des femmes, parce que, et les marchandises, parce que les techniques de transport ont aussi connu un développement important et énorme. En principe, la mondialisation participe en quelque sorte à ce que certains ont appelé l'accélération de l'histoire, pour qualifier l'évolution rapide de la société internationale. Alors, quant à la globalisation, elle suggère l'universalisation des enjeux.
donc c'est ce qu'on disait tantôt, et l'avènement des mondes interdépendants économiquement, politiquement, socialement. Et le recours nécessairement au multilatéralisme pour faire face à toutes les questions qui peuvent être soulevées ou en tout cas être liées à la globalisation. La globalisation pose finalement la question de la mise en œuvre du principe de responsabilité de la communauté internationale. Parce que l'un des critiques qu'on fait maintenant à la globalisation, c'est que tout a été globalisé, mais politiquement, il y a un vide. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement global. Je ne pense pas que ça puisse exister un jour. Mais c'est ça le vrai souci et le vrai problème. Donc, tantôt vous aviez parlé des multinationales. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de l'histoire où les États n'ont plus de poids face aux multinationales. Donc, en quelque sorte, nous avons des super-États qui sont les multinationales. Et cela est lié au fait qu'au niveau global, il n'y a pas de représentants politiques, il n'y a pas de gouvernement au niveau global. Enfin, le gouvernement global pourrait être les Nations Unies, mais bon, vous savez bien de l'histoire des Nations Unies, ce n'est pas pour demain. Et les intérêts divergents des membres de toutes ces communautés internationales, ce qui fait qu'au niveau global, il n'y a pas d'équivalent en face des multinationales. Donc ça, c'est, je dirais, la critique qu'on pourrait dresser par rapport à la globalisation, malgré le fait que pour le continent africain, malgré tout ce qu'on peut dire, la globalisation a des atouts. La globalisation a des atouts. Donc, je peux donner l'exemple très simple de l'Inde. Alors, dans les années 90, je crois que l'Inde était au même niveau dans les pays sous-développés comme l'Afrique. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais quand tu regardes pourquoi, il y a aussi l'aspect globalisation qui fait que l'Inde est devenue un pays émergent et qui se développe et qui va encore se développer. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que l'éducation, c'est très important. Alors moi, je pense que l'histoire de l'Inde est liée au système de l'éducation qui est très développé dans son pays. Parce qu'aujourd'hui, regardez uniquement la Belgique, combien d'Indiens travaillent en Belgique ou travaillent pour la Belgique, qui sont en Inde, là, on comprendra très vite combien il est très important de développer l'éducation. Parce que s'ils n'avaient pas développé la faculté d'informatique, tout ce monde-là qui travaille pour l'Europe, qui travaille en Europe, ne saurait pas. Donc, l'Inde profite de ça parce qu'il y a la globalisation, mais il a dû quand même mettre en place quelque chose qui fait qu'il puisse profiter de ça. Donc, l'Afrique aussi peut profiter de ça, mais il faut quand même installer, mettre des outils qui puissent permettre aux gens d'en profiter. C'est ce que moi, je regrette aujourd'hui. Parce que quand tu regardes les informaticiens indiens, qu'est-ce qu'ils ont de spécial que les Africains ne peuvent pas faire? Combien d'intellectuels africains existent aujourd'hui et qui sont au chômage? Ou alors qui vendent des cartes de téléphone. Donc c'est ça le drame. C'est ça le drame. Parce qu'on ne met pas en place des instruments pour ça. Et puis, plus important encore, on n'a pas la stabilité politique. Parce que c'est très très important. 19 minutes. Voilà. De terminer la conférence. Donc, ça me permet d'aborder le terme de la bonne gouvernance. Oui. Et puis, je vais en terminer par là. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Vous pouvez avoir un bon système d'éducation. Vous pouvez avoir des ressources naturelles. Mais si vous n'avez pas une stabilité politique, et si vous n'avez pas des institutions qui fonctionnent, alors on parle des institutions, je parle du monde économique, je parle du monde politique, je parle de la société civile. Là, vous pouvez rêver comme vous voulez, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne qui va vouloir venir faire quelque chose sur votre territoire. Je pense que en étant humble, il faut accepter ce fait-là. La majeure partie des problèmes des pays africains, c'est l'instabilité. Ça, je ne pense pas qu'il y ait personne qui peut démontrer le contraire.
on peut penser autre chose, mais à ce niveau-là, je pense que ça bloque les gens, ça bloque les initiatives, et même localement, parce que on pourrait toujours se poser des questions, pourquoi la diaspora africaine ne prend pas l'initiative d'investir dans le pays. Je pense qu'un des éléments, c'est l'instabilité politique. Parce qu'on ne sait pas, prenons un exemple très simple. Au Burundi, on a toujours considéré depuis 1993, malgré les événements de 1993, parce que le président Dada a été assassiné en 1993, mais nous, les Rwandais, on a toujours considéré que c'était un exemple et que c'est un pays qui va être stable longtemps. Donc, maintenant, regardons ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Personne ne peut parier qu'est-ce qui va arriver dans un mois, dans ce pays. Donc, c'est ça qui fait que beaucoup de gens hésitent, même les nationaux hésitent à retourner investir dans ces pays-là. Alors, la notion de bonne gouvernance, elle est de plus en plus présente dans les débats sur la croissance, les débats sur la direction des entreprises et dans la gestion de la chose publique. Et c'est même devenu, je crois, une conditionnalité maintenant pour l'aide au développement. Alors, la liaison de plus en plus démontrée dans la littérature entre le développement et le mode de gouvernance montre bien que ce concept de bonne gouvernance se manifeste à travers la qualité des institutions, contribue et est nécessaire pour accélérer le développement. Donc, il était tout à fait nécessaire, normal pour moi, de mettre en exergue ce concept devenu incontournable dans la croissance économique et le développement. Alors, une petite définition pour savoir de quoi on parle, et en tout cas pour utiliser les mêmes concepts. On définit la bonne gouvernance comme un concept ici du terme de gouvernabilité. Donc la bonne gouvernance pourrait se définir comme le remodélage des politiques de gestion publique en vue de faire face aux défis de développement. Cette définition fait du développement l'intérêt principal de la bonne gouvernance. Alors, en corollaire, on peut dire tout simplement que l'État et les administrés sont donc concernés par la problématique de la gouvernance. Alors, je vous épargne toutes les définitions qu'on peut trouver parce que si vous allez au PNUD, si vous allez au Fonds monétaire international, si vous allez à la Banque mondiale, si vous allez à l'Union européenne, ils ont tous leur définition de la bonne gouvernance. L'Union africaine, c'est la même chose. Mais je dirais que tout ce qu'on trouve comme commun entre toutes ces définitions-là, c'est qu'il faut une solidité des institutions pour pouvoir espérer un développement possible sur un territoire. Voilà, donc j'espère que Voilà, je tiens à préciser que nous avions dit qu'on devait terminer à 21h30. Dans 15 minutes, il sera 21h30. Donc nous donnons la parole. Vraiment, ce ne sont pas des questions, mais que chacun donne son point de vue pendant 1 ou 2 minutes. Je commence par... En fait, j'avais vu monsieur Nabi, pendant que M. Félix parlait, était vraiment chaud. En fait. Je sais que M. Nassikou, par rapport à la globalisation, et là, il y aura... S'il faut se dire... Ben oui, parce que je sais, dans ma promotion, il y a un groupe qui avait ces sujets et ce n'était pas possible. Donc, monsieur Nabi, oui, ça nous a dit quoi. Merci. Votre exposé a été brillant et j'ai dit c'est vraiment extraordinaire. Et moi, pour appuyer en fait ce que vous venez de dire, surtout au niveau du développement local, je prends le cas de mon pays, le Burkina Faso. Le président Thomas Sankara, lui, il a dit simplement il faut produire et consommer en fait local. C'est ce qui manque aux Africains parce que nous voulons imiter les Européens. Il a montré que nous n'avons pas besoin en fait
de consommer forcément comme les Occidentaux, même au niveau alimentaire, nous n'avons pas besoin de consommer comme les Européens. Au niveau vestimentaire, nous n'avons pas forcément besoin de nous habiller comme les Européens, parce que nous pouvons effectivement développer nos industries en faisant en sorte que ce que nous produisons, nous puissions l'utiliser. On n'a pas besoin de se mettre en cravate parce qu'il fait chaud en Afrique, mais la plupart de tous nos ministres aujourd'hui sont il y a l'obligation de se mettre en tenue. Ils sont obligés de se cravater et de se mettre en tenue alors que c'est 40 degrés. Oui, ils transpirent. Et justement, ça fait que tant que nous allons effectivement évoluer en regardant à l'extérieur, on ne pourra pas aller, je ne vais pas trop continuer, mais simplement pour dire que vraiment cet aspect est tellement important que l'Afrique ne pourra pas vraiment aller. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est trop tard parce que voilà. Il y a M. Pedro. Moi, oui, parce que le monde est court. Une question à poser à M. Félix. Ouais, qui ne seront pas répondus immédiatement. Oui. D'abord, on écoute, mais j'ai peur que les trois questions nous amènent. Vous avez parlé de la solidité des institutions comme aspect fondamental pour le développement et la bonne gouvernance en Afrique. Pas seulement en Afrique. Hein. Bon, c'est parce qu'on le monde. Mais si on parle de l'Afrique. Voilà, on avance. Vous avez raison. Bon, je voulais savoir, vous vous référiez à la solidité des institutions politiques ou aussi des institutions économiques. Ça, c'est ma première question. La deuxième, vous avez parlé d'une rupture de l'approche croissance et développement avec le concept de développement local. J'ai appris, disons, c'est des notions que j'ai au niveau de l'économie, le développement d'un pays ou d'une région. Bien par un pays est considéré comme développé si le taux d'importation est inférieur au taux des produits exportés. C'est un des principes du développement économique. Ça discutait, non? Oui, bon, ça va. Mais pourquoi, par exemple, les États-Unis ont une balance commerciale très déficitaire depuis. Mais pourquoi considérez-vous cette rupture? C'est-à-dire une rupture entre la croissance et le développement avec le développement, le concept de développement local. Ma troisième question est, vous avez dit, la globalisation pour le continent africain a des atouts. Quels sont ces gens d'atouts? Il y a encore quelqu'un qui a une question comme ça, parce que je sais qu'après la réponse de vos questions, M. Nassik va réagir. Et puis, allez, tu te présentes. Oui, moi je suis Edith Congo. Mon frère a dit que... Du Congo-Brazza. Congo-Brazza, bien sûr. Voilà. Mon frère vient de parler, il a dit que l'État est concerné par la bonne gouvernance. Mais moi je me demande, c'est vrai que l'État est concerné, mais comment l'État doit faire pour assurer la bonne gouvernance? Parce que quand je regarde la bonne gouvernance en Afrique, c'est une denrée rare. Et il parle du développement local en disant qu'on doit produire et consommer au niveau local. Mais quand, même si on produit et on consomme au niveau local, mais comme les biens de l'Afrique ne sont pas bien gérés, comme on ne gère pas bien, il n'y a pas la bonne gouvernance, même si on produit localement et on consomme localement. Mais non, la bonne gouvernance n'est pas là. Mais comment on va faire pour développer l'Afrique? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Comment on va arriver à la bonne gouvernance pendant que... Il y a encore une question ou un point de vue. Si c'est une question, on pose. Si c'est un point de vue, on attend. Alors, M. Félix. Voilà, on va commencer par... je voudrais peut-être une dernière question simple. Oui. C'est par rapport au développement local, avec le schéma que vous avez mis en œuvre là, de la prise de conscience et d'identification.
j'imagine que si on va consulter régulièrement la population, ils doivent donner leur avis. Donc c'est indissociable de la démocratie locale. Tout à fait. Voilà. Des petites réponses comme ça. Donc, Question ou question? Oui, monsieur Félix a tellement insisté sur le problème de la bonne gouvernance comme un handicap pour le décollage de l'Afrique. J'aimerais qu'il me précise vraiment les critères de la bonne gouvernance. Est-ce que c'est par rapport au modèle qu'on présente, le modèle occidental qui présente? Il n'est pas question qu'un chef d'État qui fait 30 ans au pouvoir, s'il est capable de gérer, qu'il y ait une stabilité politique, je ne vois pas pourquoi on peut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Si c'est la population qui a nous être conservés. Que de dire qu'il faut changer, par contre, là où il y a eu des alternances au pouvoir, on voit des coups d'État et une instabilité à tout moment. Ok, donc, c'est en mémoire de Kadhafi. Voilà. Je vais commencer par la question de notre sœur, donnée aux dames. Évidemment, l'État est concerné par la bonne gouvernance parce que quand vous avez dans un pays une stabilité et que l'économie fonctionne bien, il ne faut pas oublier, il y a les impôts. Donc ça veut dire que l'État va profiter aussi de cette stabilité, de cette économie qui se développe, des entreprises qui fonctionnent bien, pour avoir des ressources pour développer des politiques publiques. Donc évidemment, ça, on le voit où c'est une denrée rare dans les pays africains, ce qui explique aussi l'état de notre développement. Donc je crois que c'est... Il ne faut pas vous faire une photo, c'est clair. La corrélation entre les institutions, la qualité de ces institutions et le développement, pour moi, c'est une évidence. Ouais. C'est une évidence. Donc, celui qui veut me prouver le contraire pourra toujours me prouver. Parce que dans le temps, je me souviens quand j'étais encore petit séminaire chez moi, il y avait quelqu'un qui développait la théorie en disant parfois il faut une dictature éclairée. Il ne faut pas quand même non plus exagérer pour prendre les gens pour... allez, bon voilà, ça ne marche pas, je ne pense pas que ça va marcher. Et si c'était le cas, je crois que le Congo serait la Suisse aujourd'hui. Voilà, donc pour moi c'est clair, il faut quand même cette structure qui fonctionne bien, qui est de qualité, pour pouvoir dire on peut développer quelque chose sur un territoire donné. Donc ça c'est clair pour moi. Et tu as évoqué le problème de production locale. Bah, on en arrive à la même chose. Donc vous pouvez produire localement, bien produire, mais si vous êtes dans un État qui est désorganisé, dont la fonction publique n'existe plus, ne sert à rien, ou par contre la corruption et le seul mode de gouvernement, on en arrive à un problème. Donc, vous pouvez bien produire, mais tout ce que vous produisez, vous ne saurez pas l'exporter. Tout ce que vous produisez, ça sera difficile d'avoir accès au marché ou à l'extérieur, parce qu'il y a des conditionnalités partout. Si vous voulez importer vos fruits en Europe, il y a des standards à respecter. Alors, parfois, on va même mettre des règles en disant nous, on ne traite pas avec des dictatures, par exemple. Voilà, donc là, ça devient un blocage pour les gens qui produisent localement. Donc, on en arrive au point de départ, c'est-à-dire on a bien produit localement pour avoir accès aux marchés internationaux. Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, dont notamment la stabilité politique qui est quand même fondamentale. Et côté alors, la question qui a été posée, je crois que j'en ai touché un mot, la solidité des institutions. Si je parlais des institutions politiques ou économiques, en fait, en parlant des institutions ici, on parle du domaine économique, du domaine politique, du domaine social et même du domaine culturel. Donc, ce sont des institutions qui traversent tous ces domaines-là. Parce que la société civile dont on parle aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas dans beaucoup de pays africains. Ou alors on l'empêche de s'organiser, ou elle n'est pas organisée. Donc, et c'est quand même un point, un contrepoint du pouvoir. Donc,
Alors, l'autre débat, et je veux dire, on peut en discuter, mais ce n'est pas automatique. Donc je dirais le fait de dire qu'un pays est développé parce qu'il importe beaucoup la balance commerciale. Voilà, ça c'est les États-Unis. Il a bien souligné, les États-Unis ont une base déficitaire depuis des siècles. Voilà, donc c'est pas... Alors, les atouts de la globalisation, c'est ce dont je parlais tantôt. Dans un monde globalisé, l'accès au marché, vu que nous sommes tous interdépendants, c'est quand même un atout. Alors, la globalisation profite aussi au niveau des connaissances. Parce que aujourd'hui, vous pouvez suivre, parce que chez moi il y a des programmes universitaires, vous pouvez suivre des programmes qui sont aux États-Unis, qui sont en France, mais vous êtes à Kigali. Et ça, c'est ce qui montre l'intérêt de la globalisation. Ça ne pouvait pas être possible dans un autre monde où il y avait des frontières, où on ne pouvait pas collaborer facilement, mais la globalisation a facilité les choses dans ce sens-là, et le progrès technique aussi a facilité les choses. Donc ça c'est par exemple aussi un atout. Donc quel est l'atout le plus important que l'accès au marché? Maintenant, les conditionnalités pour y accéder, ça c'est notre débat. Voilà. Alors, quand je parlais de la bonne gouvernance, dans mon esprit, ce n'est pas nécessairement par rapport au mimétisme qu'on doit faire par rapport à ce qui existe en Europe. Néanmoins, il faut quand même être d'accord, jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait trouvé un moins mauvais système que la démocratie. Alors, l'implémentation de la démocratie, ça c'est une autre histoire. Parce que chez moi, on a voté en 2003, on a voté en 2010, et c'est pour autant qu'on doit parler de démocratie là-bas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc ça, le mimétisme, on peut même le faire, mais ça n'implique pas nécessairement... Oui, je voudrais souligner un point là, parce que au lendemain, parce que le Cameroun à l'heure actuelle a déjà connu 2 présidents. Au lendemain des indépendances, on a eu le président Amadou Ahidjo, qui est venu avec une dictature forte. Et il y avait vraiment une attitude morale. On n'a pas connu de détournement de fonds publics. Et l'économie marchait, même nos mamans le témoignent, nos ancêtres, nos grands-parents le témoignent jusqu'aujourd'hui. Du moment où on a pensé qu'on est entré dans un État libéral démocratique, le Cameroun connaît les plus grands détourneurs de fonds publics. Et la corruption, ça on ne peut pas en parler. Et c'est ça a entraîné ce qu'on appelle un taux de chômage où le marché de l'emploi, il faut monnayer pour avoir de l'emploi. C'est des choses qu'on n'a pas connues à l'époque d'Amadou Ahidjo. Bien sûr qu'on va me dire que la politique aussi dépend du contexte, tant parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas assez d'intellectuels, mais ça n'a pas marché. Il y a donc des choses que parler, on ne peut pas aussi dire que la démocratie, ça peut devenir universel, ça peut marcher dans toutes les tendances, mais il y a aussi une dictature que vous avez appelée éclairée, c'est-à-dire parce qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas se passer à cette époque-là. Bon, ça c'est un long débat. C'est un long débat. C'est ton point de vue et je le respecte, mais moi, jusqu'à ma mort, je crois que personne ne me convaincra que le bon système c'est une dictature éclairée. Non, désolé. Bon, maintenant, toute démocratie, ça se construit. La démocratie et l'application de la démocratie, ça c'est un autre débat. Donc c'est-à-dire qu'il y a des adaptations qu'on peut faire dans un système universel, reconnu universellement. Mais les applications peuvent varier en fonction de votre culture. On n'est pas obligé d'être des esclaves du mimétisme qui nous amène à un blocage. Voilà, la démocratie anglaise n'est pas la démocratie allemande, n'est pas la démocratie américaine, n'est pas la démocratie belge. Donc, nous allons prendre deux interventions. Il y a M. Serge qui va parler. Je sais que Serge ne parlera pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Et je sais que après, juste après, je voulais dire en fait à la question que vous posez, est-ce que je ne sais pas si on a pensé à réfléchir à traiter des cas des pays qui peuvent nous servir de modèle. Je vois par exemple l'émergence en Amérique du Sud. Je pense notamment au cas de Bolivie, au cas de Venezuela, où il y a eu une sorte de rupture
par rapport à la politique qui a été imposée. L'Équateur. Alors, je prends l'exemple de l'Iran, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même des cas dans lesquels on peut s'inspirer pour voir comment, je ne sais pas, si on peut traiter ce genre de cas dans nos prochains des cas de pays où on a essayé d'appliquer autre chose. Mais la Bolivie aujourd'hui, tu sais dans quel état elle est quand même. Aujourd'hui, c'est catastrophique quand même, aujourd'hui, la Bolivie. On peut dire quand même que au Pérou, il y a également des grands soucis à l'époque. Parce que le rapport de force est là. Voilà. Mais comme on a dit, c'est un débat. L'Iran essaie de rejoindre le camp libéral. Le Cuba essaie de rejoindre le camp libéral. La Chine a rejoint le camp libéral. Donc il y a eu des moments de rupture, mais avec quel prix la Chine? 60 millions de morts. Voilà. Moi, je crois que pour cet aspect de choses, oui, on en parlera dans le prochain débat. Je veux quand même écouter M. Ganseko. Bon, je pense que c'est mal de me comprendre que de penser que j'aurais sous-entendu dans cet instant que la rupture implique la fin de relations économiques avec d'autres. Ce que je dis, c'est que on est dans un système de soumission où nos populations n'ont aucune voix. Tu as tout à l'heure parlé du développement local et j'ai noté une question ici. Quid de la protection du marché intérieur? Tu peux concevoir un développement local, mais si tu ouvres tes frontières, si tu n'as aucune possibilité de pouvoir développer une politique de subvention aux entreprises naissantes, tu vas droit dans le mur. Droit dans le mur. Un enseignement qu'on peut tirer de l'histoire de l'Amérique latine, c'est que les périodes où l'Amérique latine a réalisé les grands bonds économiques, les grands bonds d'industrialisation, c'était le moment où le centre du système était en crise, ce qui a permis à l'Amérique latine de développer ce qu'on appelait les industries de substitution aux importations. Et ça, c'est l'histoire. On ne peut pas connaître des crises, c'est mort. Oui, mais attends, laisse-moi dire. Et si vous ouvrez vos frontières aux marchandises extérieures, vous n'aurez pas la possibilité de produire des aliments, vous n'aurez pas la possibilité de produire des crayons, vous n'aurez pas la possibilité de développer une industrie autochtone. Donc la question de la protection, d'avoir une politique de subvention aux industries autochtones, c'est une question centrale. Je dis, ou bien vous enlevez les outils vous permettant de vous industrialiser, ou vous vous donnez ces outils. Et je dis, le problème, j'en viens à ce qui se passe au sein de l'Union européenne. Que se passe-t-il? En 1973, pour prendre le cas de la France, sous Giscard d'Estaing, interdiction était faite à la Banque de France de prêter aux institutions publiques. Depuis les traités de Maastricht, la BCE ne prête pas aux institutions publiques des pays faisant partie de la zone. Que se passe-t-il? Quand les États ont besoin de sous, ils doivent s'adresser au marché privé. Les banques privées reçoivent de la BCE de l'argent à des taux bas. Les mêmes banques reprêtent aux États à des taux élevés. Et que se passe-t-il? Vous avez un déplacement de richesse du public vers les banques. Il faut nous entendre. Ou bien on estime que on laisse le privé s'enrichir au détriment du public, et quand les choses pètent de l'unité là, qu'est-ce qui s'est passé? Ces banques qui se sont toujours targuées des bons gestionnaires ont été frappées aux États, devant les portes des États, pour qu'on les sauve. Et ces mêmes banques qui ont été sauvées à coups de milliards sont en train de jouer de nouveau sur la situation des États. Donc je dis,
moi, ça me pose problème. Hein. Il y a matière à débat. Ça me pose problème. Il y a matière à débat. Et donc, il faudrait, je crois qu'on reviendra sur ces débats. Il y a d'autres mais je pense que je peux citer le cas de l'Argentine. L'Argentine, à un moment donné, en voulait le FMI. N'oubliez pas la Corée du Sud, qu'on prend toujours comme exemple. La Corée du Sud a envoyé bouler le FMI. Et donc, certains, je ne connais pas, moi je ne sais pas, moi que vous en connaissiez, alors donnez-moi cet exemple-là, je ne connais pas un seul pays au monde qui a suivi le prescripteur du FMI et qui s'en est sorti. Si vous en avez, vous en connaissez un, mettez-moi l'exemple sur la table. Écoutez, voilà, avant la Grèce, avant le problème de la Grèce, on disait que l'FMI n'attaquait que les pays en voie de développement. Pour la première fois dans l'histoire, par évidence, parce qu'on se disait que c'était un complot néolibéral sur les Africains. Regarde ce que l'FMI est en train de faire, comme vous l'avez souligné, sur la Grèce, un pays du centre, Portugal et l'Espagne et tout, c'est appliquer la même politique d'ajustement structurel à ces pays-là, sans différence. Oui, et les conséquences. Mais on les applique au blanc. Oui, mais non. Attention, il faut nous entendre. Je ne dis pas que les politiques du FMI et de la Banque mondiale seraient racistes. Uniquement pour les Africains ou uniquement pour les Latino-Américains. Non. Mais il y avait ces politiques-là, il y avait l'idée du complot. Non, mais moi je n'ai pas international. Je n'ai jamais parlé de complot. En tout cas, dans la littérature. Non, ne m'attribue pas pas les propos que moi je n'ai jamais tenus. Je dis tout simplement, je te défie de me citer un seul pays qui a suivi les recommandations du FMI et qui s'en est sorti. Il y en a quand même quelques pays. Si on prend par exemple l'exemple des chocs que l'FMI a fait faire aux pays de l'Europe de l'Est qui sont sortis du communisme. Oui. La politique de choc de l'offre. Oui. Ils sont où même? La Pologne. Attends. La Pologne. Justement, si tu prends c'est un très bon exemple. Parce que dans la crise, c'est un très bon exemple. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La Russie, qui a suivi la politique du FMI, en a payé. Non, pas la Russie. La Russie a perdu. Mais tous les pays de l'ancien bloc de l'Est, l'Europe, prenez la Bulgarie, prenez par exemple tous les pays qui sont maintenant membres, la Croatie et les autres, ils ont subi une politique qui a saigné. Mais là où ils sont, regardez maintenant les cas par exemple, aujourd'hui l'Espagne. L'Espagne a saigné. L'Espagne est en train de s'en sortir. Donc si vous êtes surendetté, vous vivez sur l'argent des autres, et que vous demandez de pouvoir... Je pense que c'est l'autre problème. Il faut le faire saigner parce qu'ils ont vécu sur le matelas des autres. C'est grave. Ils ont vécu sur l'argent des autres. C'est le même problème chez nous les Africains. Donc pourquoi toujours aller chercher la source de nos problèmes ailleurs? Parce que tous ces pays dont tu parles, pourquoi le FMI intervient là-dedans? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans leur gestion au départ. Parce qu'un pays qui gère bien ses finances n'a pas affaire au FMI ou à la Banque mondiale. Donc c'est quand les choses tournent mal qu'on va frapper à la porte de ces institutions-là. Et là, pour avoir leur argent, ils ont des conditionnalités. C'est l'argent des autres. C'est comme quand tu vas demander un prêt à la banque. Quand tu vas demander un prêt à la banque. C'est la même chose. D'abord, s'il vous plaît, mais il y a une campagne de désinformation et je pense même de mépris par rapport à la population grecque qu'on a présentée comme étant une population marieuse, qui ne paye pas ses impôts, qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela, et cette population n'a qu'à se Il a quand même falsifié la comptabilité pour enseigner à l'euro. Attendez, le gouvernement grec. Mais oui, ils ont falsifié. Oui, mais qui a fait ce travail? Mais ce sont les gouvernements grecs. Non, le gouvernement grec. Mais bon, Monti, on va quand même. Ah oui, mais parce que ça ce sont les quel est le rôle que on va jouer là-dedans? On va quand même terminer. Moi, je suis content que vous ayez toujours comme ça, c'est très intéressant. Je vais seulement montrer quelque chose, et que depuis le premier débat, et ce débat ici, nous sommes tous dans un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que nous ne trouvons pas toujours quelque chose qui peut nous amener jusqu'à un petit peu là, de nous introduire, parce que nous restons toujours là.
on va quitter encore aussi, aujourd'hui ici, sans vraiment quelque chose. Si, on a eu quelque chose. Ça, c'est un débat, ça, c'est un petit point. Tout ce que ça prouve, c'est ce que je disais tout au début. Vous avez ce qu'on peut appeler l'intelligence africaine n'est pas monolithique. Et que cette intelligence-là est traversée par différents courants. Elle est traversée par des conflits d'intérêts. L'intelligence africaine n'a pas. Et donc, vous attendez-vous souvent à avoir des débats contradictoires et c'est des débats houleux. Et c'est la seule façon de faire la démocratie. Voilà, donc c'est choc. On va quand même conclure. Moi, j'ai tout ce que je peux dire, merci, parce que franchement, ce n'est pas évident de venir ici à partir des 18h jusqu'à maintenant. Ça prouve combien nous avons vraiment besoin que notre Afrique puisse aller de l'avant. Et ce n'est que, comme M. Nansikou dit, avec des débats comme ça, on pourra arriver plus ou moins. Voilà. Donc, encore une fois, merci. On va se mettre d'accord, j'enverrai de mails pour qu'on puisse fixer un autre rendez-vous. Et on va proposer un sujet. Le prochain sujet ne sera pas un sujet qui viendra que de moi. On proposera des sujets et on va voir ensemble quel est le sujet qu'on va traiter pour le prochain débat. Moi, je veux qu'on trouve aussi des mécanismes, quelque chose aussi qui peut faire avancer quelque chose que les autres avancent. Et donc, ça peut être un sujet à ce niveau-là. Oui, aussi, parce qu'on a passé un bon moment à discuter, mais jusque-là, on n'a pas répondu à la question du débat. Quel est le profil d'homme? Oui, chaque fois, à chaque débat, à la fin, nous devons quand même. Moi, j'ai refusé de répondre. Bien que nous avons parlé, nous avons touché de gauche à droite d'avant. En fait, on a commencé par étapes. Le dernier point de notre. En fait, tel que ça a été réparti, on a dit qu'on devrait parler des valeurs psycho-morales d'un bon dirigeant. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas commencer avec le dernier sous-thème. On devrait faire le tour de tout ça pour arriver à la fin. Mais l'État ne nous a pas permis de traiter le dernier point. Le prochain débat, ce sera... On va définir, mais il y a aussi un élément très important que Mme Mami a dit, l'aspect spirituel. On va d'abord piocher sur tout ça. Voilà. Chaque débat, si on pourrait bien, parce qu'il faut qu'on écrive, il faut écrire. Il faut produire quelque chose. Regardez ce qu'il dit sur la Belgique, mais si tu vois dedans, il a quelque part raison, ou elle a raison. Voilà. Il a raison, parce qu'il rentre en détail. Tout ce que je vous propose, on va essayer de voir quelle est la meilleure manière de pouvoir vulgariser nos débats. Tout ce qu'on fait, la fois passée, on a filmé, on a mis sur Internet. Il y a ceux qui ont regardé, il y a ceux qui n'ont pas regardé. Ce sera la même chose avec ça, on mettra sur Internet. Beaucoup ne regarderont pas non plus. Mais est-ce qu'ensemble, on peut réfléchir à une autre forme de vulgarisation de nos points de vue qui sont aussi importants pour notre continent? Mais ce n'est pas à discuter maintenant. On va lancer des prochaines invitations. Et j'ai dit encore une dernière fois, merci à tous. Travailler ensemble.